bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour suivre notre série d'interviews vidéo dédiées au rapport de l'Institut Montaigne autour de la thématique Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique, senior advisor pour le fonds VC Expon Capital, également auteur de romans d'anticipation. Je vous propose de l'écouter. De manière générale, on est dans un environnement de conflictualité où la recherche, on va dire, de la vulnérabilité, et j'utilise ce terme, ce concept vraiment de façon très large, elle est un petit peu partout. Vraiment, je me fais l'écho de ce qu'il y a dans le rapport en termes de guerre hybride et des nouvelles formes de guerre qui sont déjà en train d'émerger, qui vont émerger, qui vont encore plus se développer avec les diffusions d'objets connectés, de la robotisation qui sera la grande révolution de la décennie 2020-2030, et du fait que tout, entre guillemets, est un petit peu attaquable. Dans ce cadre-là, oui, il va falloir de l'innovation sous plusieurs angles. D'abord, de l'imagination. Parce que comme je viens de le dire, les points de faiblesse sur lesquels on peut appuyer contre l'ennemi ou qui peuvent être des points de faiblesse pour nous vont être démultipliés. Donc il va falloir y réfléchir, voir comment tout ça peut s'orchestrer, comment on développe des campagnes de défense ou d'attaque. Donc il va falloir beaucoup d'imagination. À côté de ça, sur la question de l'innovation, il faut peut-être aussi réfléchir à de nouvelles formes pour innover, dans le sens où on le voit bien, en particulier dans le digital, l'innovation, elle est de moins en moins dans les grands groupes qui ont leur rôle à jouer, mais elle est de plus en plus dans les petites équipes qui sont financées plus ou moins bien, qui s'appellent les startups. On voit d'ailleurs aussi dans la pharmacie avec le développement des startups de biotech, et d'une manière exemplaire avec le développement des vaccins à ARN messager. Et donc, il y a derrière ça aussi une manière de réfléchir à l'innovation avec le développement d'écosystèmes d'innovation composés de startups qui doivent être bien financés, qui doivent aller chercher leur marché, qui peuvent aussi avoir un rôle dual, qui fait d'ailleurs écho à ce que je viens de dire précédemment sur le fait qu'on est dans des menaces qui vont de plus en plus hybrides. Et donc là, il y a des nouvelles manières de faire qui, à mon sens, sont tout aussi importantes que l'argent ou la volonté que l'on peut investir dans ce sujet qui est absolument fondamental de l'innovation. Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie, disait déjà Sun Tzu. C'est encore plus vrai dans ce monde qui est en train de se construire, où on a à la fois des menaces qui peuvent être très dures, et on parle là d'un durcissement des conflits, du risque de conflits de haute intensité, et à côté de ça, on va continuer à avoir des choses qui vont se développer dans tout un ensemble de spectres. Il faut être très ouvert d'esprit, il faut avoir ces nouvelles capacités pour développer ce nouveau type d'innovation. Alors la place consacrée au numérique, c'est un signal qui est essentiel, c'est clair. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle révolution technologique, économique et militaire. Il y a vraiment les deux pendants. Et il y a cet espace numérique ou cet espace cyber qui est en fait la même chose, mais dès qu'on parle du terme militaire. C'est une réalité. Quand je regardais aujourd'hui les 10 plus grandes capitalisations boursières au monde, on va retrouver en fait aujourd'hui 9 entreprises qui sont ou très directement liées au numérique, à savoir qu'elles font du logiciel, 5 américaines et 2 chinoises, et 2 entreprises qui sont à la fois industrielles et numériques, TSMC Taïwan, qui fabrique les microprocesseurs, et puis on va voir Tesla, qui est un groupe industriel, mais où il y a beaucoup des éléments de cette diffusion, de cette dimension numérique qui sont incluses. Bon. Donc ça, c'est la réalité industrielle d'aujourd'hui. Et c'est une formation très profonde et pour lesquelles je viens d'évoquer 9 entreprises sur 10, la 10e est américaine, et elle n'est pas de numérique, les 9 sont liées au monde du numérique, il n'y a aucune européenne. Et ça, c'est une réalité qui est assez grave et qu'il faut poser dès à présent. L'Union européenne en tant que telle, dans cet espace numérique, n'a absolument pas sa place. Et c'est très grave en termes de déclassement d'influence, déclassement économique et industriel. Et évidemment, c'est aussi très grave même sur les questions de sécurité. Et la réalité, c'est que si en Europe, à la fois de manière générale sur le numérique et encore plus sur le cyber, on n'est pas réellement lucide et d'une façon très dure sur la situation actuelle, eh bien, on risque de continuer à produire des notes qui, dans les faits, ne vont rien donner. Bon.
Et pour être assez brutal à ce niveau-là, je prends souvent l'exemple d'Israël qui est cité dans le rapport, où on dit avec justesse que 80% des équipements cybersécurité aujourd'hui sont américano-israéliens. Et d'ailleurs, on a raison de coller, de créer cet adjectif-là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines, lorsqu'on gratte, en fait, ce sont des entreprises israéliennes. Bon. Israël a fait, pour des raisons stratégiques, mais aussi économiques, le choix d'envoyer ces entreprises cyber assez rapidement sur le marché américain. Bon, et l'écosystème israélien s'est co-développé avec l'écosystème américain. En Europe, on n'investit pas assez dans le logiciel de manière générale. Et puis, donc, la cybersécurité reste très en retard. Donc, on se retrouve avec des temps de retard qui sont, il faut le dire aujourd'hui, colossaux. En France, je donne un exemple, en France, cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler, 2020, on va peut-être avoir 150 millions d'euros investis dans les startups de cybersécurité. En Israël, au même moment, on aura 3 milliards quasiment de dollars investis dans l'écosystème. Donc, il y a une course qui a démarré il y a déjà 20 ans, et malheureusement, il y a des acteurs qui sont très loin devant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut vraiment revoir la copie, et je pense que si on considère que le numérique et le cyber sont des domaines absolument stratégiques, et elles le sont tant d'un point de vue économique, industriel que d'un point de vue de sécurité, eh bien, je pense qu'il est temps là d'aller face à des révisions très fortes et lucides sur les manières de développer une puissance nationale et une puissance européenne autour de ces sujets-là. Je crois que le développement numérique est une question de vitesse. Il ne faut pas regarder la taille, il faut regarder la croissance. La croissance, c'est le signal qu'il y a un ou des pays qui sont capables d'aller gratter, d'aller creuser, qui ont développé leur écosystème et pour lesquels, même s'ils ont une taille beaucoup plus petite, on a beaucoup à apprendre parce que le numérique, c'est aussi un univers d'apprentissage permanent et où tout est remis plus ou moins en cause tous les 18 mois. D'ailleurs, c'est dit avec justesse dans le rapport. On parle beaucoup de l'Allemagne parce que c'est évidemment notre partenaire stratégique traditionnel. À l'intérieur de l'Europe continentale, c'est une puissance en termes militaires, en termes de base des industries militaires dites traditionnelles, qui est à, on va dire, de taille comparable, en tout cas à celle de la France. Or, dans le numérique, l'Allemagne, dans le développement de logiciels, l'Allemagne, en réalité, se développe, mais n'a pas forcément les meilleures best practices. Je crois qu'il faut aller regarder aussi, il faut évidemment développer la coopération avec l'Allemagne, mais il faut aller regarder auprès de pays qui sont plus petits, mais qui sont allés beaucoup plus loin vers le développement de cette économie numérique. Et en particulier, et c'est intéressant d'ailleurs parce que ça montre qu'on peut avoir un modèle social développé et une économie du digital également très développée, regardez du côté des pays nordiques. Je donne des exemples. L'Estonie, évidemment, qui est un pays, entre guillemets, en termes de taille, absolument petit, 1,3 million d'habitants, et pour autant, autour de 1 milliard d'euros de fonds venture cap qui ont été investis il y a un peu plus d'un an, des sommes qui sont colossales lorsqu'on les rapporte effectivement au nombre d'habitants. Et une très grande, entre guillemets, ouverture à des capitaux étrangers, mais qui permet après le développement d'un début de commencement d'influence, une influence forte qui se traduit aussi par des infrastructures numériques de qualité, avec un objectif d'ailleurs de les exporter par la suite. Donc là, il y a des modèles qui sont très intéressants. On pourrait aussi évoquer la Suède, qui est l'un des pays qui a à nouveau l'un des taux de fonds venture cap investis le plus élevé rapporté au nombre d'habitants dans l'Europe continentale. Bon. Là, je pense qu'il y a des choses qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller investiguer du côté européen et du côté français, et sur lesquels deux types de coopération sont possibles. D'ailleurs, on le voit bien, même sur des coopérations très strictement militaires, où l'Estonie va coopérer avec la France dans les opérations engagées au Sahel, mais va en profiter aussi pour tester certains de ces nouveaux appareils. Un point de définition d'abord, comme l'a rappelé le président Macron à l'Atlantic Council, l'autonomie stratégique, ce n'est pas une forme de neutralité à égale distance de tel ou tel bloc. C'est dans le cadre de l'Alliance Atlantique, s'assurer que même si notre plus grand allié et ami atlantique, mettons pour des raisons de désordre interne, venait à faire temporairement défaut, nous pourrons continuer à exercer notre liberté de décision et d'action afin de protéger le système de valeurs au cœur de l'Alliance. L'autonomie stratégique,
C'est donc aussi rendre l'Alliance atlantique plus résiliente. Alors, comment y arriver? On peut dire qu'il y a deux volets, défensif et offensif. D'abord, et pour reprendre un thème important du rapport d'un point de vue défensif, il faut développer cette culture de la résilience, déjà évoquée, pour amortir les multiples chocs économiques, géopolitiques, sanitaires, cyber qui vont nous arriver. Cela veut dire de l'imagination, de la redondance, de la préparation et une culture du risque collectif et de l'engagement individuel telle qu'elle a été, par exemple, démontrée dans la crise Covid à Taïwan, en Corée du Sud ou en Israël. Mais il y a aussi un volet offensif et il concerne nos capacités industrielles dans l'innovation. Les 20 années qui commencent seront celles de la virtualisation et surtout de la robotisation de masse de nos sociétés. Cette robotisation va paradoxalement renforcer le poids du logiciel, car c'est lui qui contrôle la machine. Sans logiciel, et logiciel sécurisé d'ailleurs, il n'y aura pas de base industrielle. Sans base industrielle, il n'y aura pas de puissance et donc il n'y aura pas d'autonomie stratégique. Or, l'Union et la France sont des acteurs encore très mineurs dans cette industrie du logiciel sécurisé, qui est mondiale, qui est duale et qui se fait ou se défait d'abord dans son premier marché occidental, qui est celui de l'Amérique du Nord, où il faut être présent. Alors, soyons très clairs, cet enjeu est désormais vital pour ne pas tomber juste dans ce qui serait la palabre. Pourtant, il y a beaucoup de talents et de très hautes compétences en Europe. Il y a même des modèles, on les a évoqués, comme en Estonie, peut-être les pays nordiques, ou même aux portes de l'Europe, Israël. Ce qui compte donc, permettez-moi l'expression, c'est de changer de logiciel et vite. Sinon, dans 20 ans, au moment où le porte-avions Charles de Gaulle aura son successeur, eh bien, nous aurons peut-être déjà perdu cette bataille de l'autonomie stratégique et nous ne serons plus qu'une arrière-cour de l'Amérique du Nord et de la zone Asie-Pacifique.